Et bien salut à tous, c'est Feli Thomas pour AndroGames.fr et on se retrouve pour le test du Motorola Moto G 2015, donc troisième génération. Et on avait fait l'unboxing il y a quelques jours. Et maintenant on se retrouve pour le test, vu que j'ai pu bien le prendre en main, bien le tester dans tous les recoins. Et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce téléphone. Donc déjà on va faire un tour des spécifications. Donc on est sur de l'Android 5.1.1, donc Lollipop. On a un écran 5 pouces IPS. En HD, donc 1280 x 720p. En processeur, on a un Snapdragon 410, donc 4 cœurs de Cortex A53, cadencé chacun à 1,4 GHz. En GPU, on a de l'Adreno 306. Alors le téléphone existe sous deux versions, une de 8 Go avec 1 Go de RAM et l'autre avec 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM. Alors les deux versions ont un port SD, enfin un port micro SD qui peut officiellement aller jusqu'à 32 Go, mais on sait que toutes les cartes 64 Go aussi sont compatibles, ainsi que la seule carte 128 Go qui existe. En carte SIM, on peut l'ouvrir. Alors on va voir nos... Donc ici on a le port donc micro SD et on a un port micro SIM, donc c'est de la micro SIM. Ensuite, en caméra frontale, on a du 5 mégapixels et en caméra arrière, on a du 13 mégapixels avec un flash double LED. Et en batterie aussi, on a une batterie de 2470 mAh. Alors le téléphone aussi fait radio FM, donc c'est quelque chose qu'on retrouve rarement maintenant. Donc c'est à noter. Et en dimension, on a du 14 environ, je vais dire environ 14 cm de hauteur, 72 de largeur. Et on a un bon centimètre d'épaisseur, donc presque 1,2 cm. Donc voilà pour les spécifications pour un prix. En 8 Go, la version coûte 200 €, enfin 199, et en 16 Go, elle est pour 229 €. Et avant de commencer le test, allez, le petit détail qui fait rire, c'est pour vous montrer dans quelles conditions je tourne le test. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo pour construire un support en carton, bon, avec du carton en support, non, un support en carton pour téléphone. Et ben j'ai trouvé une autre façon de recycler le carton Amazon et voilà. Bon voilà, c'est la petite anecdote pour vous montrer dans quelles conditions sont tournés le test. Bon, c'est marrant plus qu'autre chose, hein. L'air de rien, c'est efficace aussi, ça allonge un peu le trépied. Et puis vous avez une belle vue sur le téléphone. Et donc on est parti pour le test. Alors on va s'attaquer au design avec ce Motorola Moto G. Je vais pas vous le cacher, pour ce qui est des designs des Motorola, en tout cas pour la gamme Moto, donc à partir du Moto G, Moto X qui sont sortis en 2013, je trouve pas les designs franchement réussis. Et bon, on va se le dire, hein, c'est au niveau esthétique, quand on voit quelqu'un avec un téléphone comme ça dans la main, ça fait un peu grossier comme design. Il y a des téléphones qui sont beaucoup plus réussis que ça, même au même prix. Mais en tout cas, pour ce qui est de la face avant, on a quelque chose de très efficace. Vu que la face avant, elle est sobre. Bon, sauf si on l'a choisi en blanc, mais après c'est un choix. Moi, je préférais toujours en noir et je préfère en noir. Par contre, on a l'écran qui a un reflet légèrement rouge. Mais à côté de ça, les haut-parleurs se fondent bien sur la face avant. Pareil pour le capteur avant. Et pour ce qui est de l'arrière, par contre, c'est là où on a quelque chose de plus grossier. Vu que on a une face arrière qui est bombée. Donc on le voit comme ça sur le bord. On a quelque chose de fin sur les bords et puis c'est bombé au milieu. Alors c'est pas très esthétique, par contre c'est très efficace pour la prise en main. Le téléphone il a beau faire presque de 1,2 cm d'épaisseur au milieu. Quand on le tient en main, on le sent pas. On le sent pas vraiment, on le sent pas du tout. Enfin on le sent mais c'est agréable à tenir en main. Donc pour ça c'est très efficace. Il n'y a aucun problème. Même pour ce qui est des bordures sur les côtés de l'écran, vous le voyez bien ici. Elles sont assez épaisses. Je vais mettre d'ailleurs le Huawei P8 à côté, qui fait à peu près, donc qui est un peu moins large, hein, légèrement moins large. Il est beaucoup plus fin et les bordures sont beaucoup plus fines. Mais quand je tiens le P8 en main,
la prise en main est beaucoup moins agréable qu'avec le Moto G, même si lui il est plus large et plus épais. C'est justement la forme qui fait que ça s'adapte bien à la main et il n'y a aucun problème pour la prise en main. Alors par contre, les boutons volume sont placés sur la tranche droite avec le bouton power en haut et les boutons volume au milieu du téléphone. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est très efficace. Enfin, pour comparaison, toujours allez. Je ressors le Huawei P8 qui lui a fait le choix de faire l'inverse avec le bouton power en bas et les boutons de volume en haut. Et avec le Moto G, quand on tient le téléphone en main, le bouton qui tombe sous le pouce, c'est le bouton power. Alors après, pour les gauchers, bon, c'est kiff kiff, que le bouton power il tombe sous l'index et les boutons de volume tombent sous le majeur. Donc ça va, c'est même peut-être mieux en prise en main pour les gauchers, je sais pas. Peut-être un petit peu mieux. Mais pour ce qui est des boutons de volume, ils tombent pas sous le pouce quand on en est à l'utilisation. Du coup, c'est pas très confortable pour changer le volume, pour modifier le volume. On peut voir, enfin, le pouce il va aller chercher les boutons, alors que, je reprends l'exemple avec le Huawei P8, les boutons qui tombent en dessous du pouce, c'est le volume, et c'est ceux qu'on utilise le plus souvent quand on utilise le téléphone, puis par rapport au bouton power. Donc là, c'était plus recherché, et pareil, pareil, si aussi on veut faire une capture d'écran, il va falloir faire le combo volume moins et power. Et franchement, c'est pas très efficace. Moi, ce que je fais, c'est que j'appuie avec le pouce pour le volume bas et je ramène un index pour le bouton power. Alors que quand les boutons sont inversés, il y a juste à appuyer sur les deux là. Bon, faut pas appuyer plus sur le volume ou plus sur le bouton power, faut appuyer au milieu. Mais ça marche mieux quand les boutons sont inversés plutôt que le choix de Motorola sur la position de ces deux boutons. Bon, à part ça, donc là c'est une prise en main qui est, je veux dire, presque parfaite. Hein. Bon, après, j'aurais préféré quand même un petit peu moins large, peut-être. Même si, bon, ça passe très bien. Ouais, bon, ils auraient peut-être pu essayer d'optimiser un peu mieux la face avant sur l'écran. Mais bon, ça, après, c'est un détail. La prise en main est très bonne. À part ça, pour l'esthétique, bah franchement, c'est à vous de voir. Moi, je trouve toujours pas ça très esthétique, mais c'est un design qui passe très bien quand même. C'est pas que les finitions sont bonnes, à part que j'ai droit à quelques craquements sur ce côté parfois. Je sais pas vraiment si j'ai un modèle défectueux ou pas. Enfin, c'est un détail aussi, mais ça va, ça passe très bien. À part ça, la face arrière, la coque arrière, vous avez le choix sur le site de Motorola avec Motomaker de choisir cette coque là à l'achat, donc c'est ce qui fait votre face arrière, et aussi donc la couleur, la matière, pas tout à fait, vu qu'on peut choisir la matière sur le site anglais de Motomaker, mais apparemment j'ai regardé pour ce qui est de la France, il n'y a que cette matière là qui est disponible, donc c'est du plastique avec des rayures. Donc bon, ça va, c'est pas désagréable, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus. Enfin, c'est agréable quand on passe les doigts dans le sens des traits. Après, ça l'est un peu moins. On peut choisir aussi la couleur de la plaque, là, en petit métal. Non, c'est un mélange de plastique, de métal, je sais pas tellement. On peut choisir la couleur de cette partie-là de la face arrière. Alors, pour ce qui est de la surcouche, Motorola a choisi, comme depuis le début de sa gamme moto, donc avec les premiers Moto G, Moto X, etc., ils ont choisi de reprendre presque totalement l'interface qu'on retrouve sur les Nexus, donc de l'Android pur. Donc je dis presque totalement parce qu'ils ont rajouté quelques applications et c'est ça qui va faire la différence avec de l'Android pur notamment. Et bon, à part ça, on va faire un petit tour dans l'interface quand même. On a le Google Launcher qui est ici, donc préinstallé. Voilà, ça se présente comme ça, c'est du matériel design de A à Z. Franchement, c'est fluide, c'est beau, c'est stable, il n'y a aucun problème. Le multitâche, la barre de notification qui se passe en deux temps aussi. Le premier temps pour voir les notifications, bon, là j'en ai aucune. Et le deuxième temps, donc on peut taper ou soit faire glisser, hein, comme vous voulez. Le deuxième temps pour régler la luminosité, puis voir utiliser tous les autres raccourcis qu'il y a ici. Donc on peut aussi accéder aux paramètres et aux paramètres de la batterie ici. Un petit détail aussi, un problème que je trouve
Un problème qu'il y a d'ailleurs depuis, peut-être depuis très longtemps sur les Nexus. Enfin, je dis depuis très longtemps parce que je ne sais pas depuis quand exactement, peut-être depuis tout le temps, je ne sais pas. C'est qu'on a l'icône de la batterie dans la barre de notification, mais on n'a pas le pourcentage d'affiché, en tout cas de base. Et dans Android, il y a quand même le pourcentage qui a été programmé par les développeurs d'Android, en tout cas de cette interface, mais ça n'a pas été activé. Du coup, il faut télécharger une application sur le store qui permet d'activer cette fonction, donc il n'y a pas besoin de router ou rien du tout, et ça permet d'afficher le pourcentage en tout petit comme ça dans la batterie. Je sais pas tellement si vous le voyez. Bon, on va dire que vous le voyez, je ne sais pas. On va faire un petit tour des applications que propose Motorola, qui est comme les applications qu'ils ont ajoutées à cette surcouche. Donc on a l'appareil photo qui change par rapport à Android stock, mais on va voir ça plus tard, avec la partie photo du test. Pour ce qui est de la galerie. Alors la galerie, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Honnêtement, c'est beau, c'est même, j'allais dire c'est même plus beau que la galerie d'Android stock, mais enfin d'Android pur, enfin comme vous voulez l'appeler. Mais on n'a pas de galerie à proprement parler dans Android pur, donc là on a une galerie qui marche très bien. On peut trier par album comme ça, donc on peut voir les photos que j'ai dans le téléphone. Oui, là c'est les photos du téléphone prises par la caméra du téléphone. On a quelques dossiers différents, capture d'écran, tout ça c'est dans le téléphone, téléchargement c'est dans le téléphone. Ensuite on voit s'il y a les photos du téléphone et de la carte SD qui sont mélangées. Bon, ça c'est logique. Donc là c'est des dossiers que j'ai dans le téléphone et puis dans la carte SD. Mais bon, alors ensuite quand on entre dans un dossier ça se prend comme ça. Bon, et alors soit on a les vidéos et les photos mélangées comme on veut. Là c'est les photos prises avec ce téléphone là. On a un accès direct à l'appareil photo. L'interface de l'appareil photo, on verra ça plus tard. Mais on a aussi le choix de trier. Alors soit donc un truc pellicule, donc là c'est pour voir les photos et les vidéos prises par la caméra du téléphone, donc pour éviter de chercher le dossier qu'on veut, de ce dossier là dans le téléphone. Bon, c'est pas comme s'il était hors de portée quoi, mais bon. Et on peut aussi trier par vidéo, donc juste voir les vidéos qui sont comprises dans le téléphone. Donc là on a les vidéos du téléphone et de la carte SD mélangées. Sinon, à part ça, on a l'application migration là qui n'est pas de base dans Android. Donc là c'est pratique si vous changez de téléphone, ça permet d'envoyer les données ou de récupérer des données d'un autre téléphone. Donc il y a Android de base qui propose un système du genre. Je trouve que celui-là il est un peu plus efficace parce que il propose, comme vous pouvez le voir là, de transférer tout ce qui est photo, vidéo, message. Voilà, on peut même transférer les contacts et les agendas depuis ou vers un iPhone. Donc ça c'est comme on veut, c'est plutôt sympa. Et ça, en tout cas de l'utilisation que j'en ai fait du Nexus 5 vers le Moto G, ça a bien marché. Ensuite on a l'application Moto. Donc là c'est une application qu'on retrouve, enfin, c'est un point qu'on retrouve dans les paramètres. Donc ça présente un peu ce qui est possible de faire, enfin de quelques possibilités possibles avec le téléphone. Donc l'assistant ici ça permet de paramétrer tout ce qui est appel, vibreur, enfin tout ça. Selon ce qu'on a l'endroit où on est ou selon l'activité qui a lieu, l'activité qui a lieu actuellement. Bon, par contre, il n'y a pas tellement de temps de possibilités que ça, vu que quand on ajoute une activité, on a le choix seulement entre réunion et sommeil. Bon, après, oui, bon, on a c'est peut-être les deux les plus utilisés aussi, mais on n'a pas d'autre choix, on peut pas les renommer. Quoique, non, on peut pas les renommer, j'avais déjà essayé, je crois. Mais après on peut choisir de laisser le téléphone en silencieux ou non, réponse automatique, d'autres options. Bon, là c'est les emails, bref. Et on peut aussi faire la même chose selon le lieu où on est, domicile, bureau, personnalisé. Ensuite on a tout ce qui est au niveau des gestes.
Donc là on a deux gestes particuliers, enfin deux raccourcis qu'on a au niveau des gestes. Donc pour lancer l'appareil photo, on fait ça, voilà, deux petits coups sur le côté. Et ça marche bien, même écran éteint ça marche. Donc ça lance tout de suite l'appareil photo. Coucou. On verra ça tout à l'heure. Ensuite on a la possibilité d'un raccourci pour allumer la lampe torche, s'il veut bien. Non, il veut pas, s'il veut. La lampe torche, donc il faut mettre deux coups sur le côté. Normalement, comme ça. Allô, voilà. Et ça allume la lampe torche. Et puis là, on peut voir bien les flashs double LED. C'est beau à la caméra, franchement. Voilà, donc j'éteins. Et on repasse sur le téléphone. Donc ensuite, on a les raccourcis écran. Donc là, c'est ce qui peut s'appeler normalement en anglais Active Display. Donc là, ils appellent ça en français seulement écran moto. Bon, c'est un peu moins classe comme nom, hein, quand même. Et ça permet en fait, quand le téléphone est verrouillé sur une table, comme ça c'est mieux pour vous, quand le téléphone sent qu'il bouge un peu, bah, il va afficher ce qu'ils appellent du coup l'active display. Donc si je le prends en main par exemple, il y a l'heure qui va s'afficher et puis aussi les notifications quand il y en aura. Ce qui fait que là on pourra voir dans des petits cercles les différentes notifications. Mais de là on pourra soit ouvrir dans la notification ou déverrouiller le téléphone. Et franchement c'est efficace vu que ça permet de remplacer un peu ce qu'on retrouve sur d'autres téléphones du style le double tap pour le déverrouiller. Vu que là il y a presque rien besoin de faire pour le déverrouiller, on le prend en main et bon, on le refait, on recommence. On dit qu'on n'a rien vu parce qu'il faut attendre je crois quelques secondes avant que ça marche. C'est pas quand on le pose tout de suite. Donc je le prends en main et je le déverrouille. J'ai besoin de rien faire pour le déverrouiller, c'est très simple, c'est efficace. Alors à part ça, donc ça franchement c'est pratique, c'est efficace. Il y a juste que si jamais vous vous trouvez sur une table qui est un peu bancale et que quand vous posez votre téléphone sur la table et que vous avez tendance à faire bouger la table, il y a souvent l'heure du coup qui va s'afficher sur votre téléphone. Mais bon, ça dérange pas parce que il suffit d'un léger mouvement normalement. Voilà, pour afficher l'heure. Mais bon, c'est efficace quand on doit le prendre en main, ça s'affiche aussi quand on sort le téléphone de la poche. Bon, sinon on peut déverrouiller normalement, pas de souci. Et la dernière application qui est préinstallée sur cet écran moto, c'est Radio FM. Alors, ça marche. Alors, on a une puce radio dans le téléphone, ça marche sans les écouteurs. Mais ça marche beaucoup moins bien qu'avec. Et si vous voulez un rendu optimal avec si vous voulez un son optimal, un niveau d'écoute optimal, il faudra brancher les écouteurs. Et malheureusement, les écouteurs qui seront vendus avec ce Motorola, c'est ce truc complètement foireux. Voilà, ce truc là. Donc s'il vous plaît Motorola, avec vos téléphones, si vous pouvez fournir des écouteurs de meilleure qualité, parce que là, en son c'est pas terrible, niveau confort c'est pas terrible. Donc ça sert juste à écouter la radio quoi. Bon, donc je sais pas si c'est réellement nécessaire, surtout que si on écoute la radio, c'est quand même mieux avec des écouteurs de bonne qualité. Et je vais brancher les écouteurs histoire que vous voyez histoire que vous voyez l'interface en couleur normale. Voilà. Parce que sinon c'est un peu sombre, effectivement. Donc là c'est toutes les stations qu'il a trouvées. Bon, normalement il les nomme aussi. Alors si je passe sur une station, voilà, il nomme la station. Donc voilà, ça se passe comme ça marche plutôt bien, c'est efficace. L'application est plutôt jolie. Il n'y a aucun souci pour ça. On peut même enregistrer la radio, mais bon, ça c'est normal, on va dire. Toutes les applications radio en Wi-Fi le font aussi. Donc, enfin, en Wi-Fi avec Internet. Donc, à part ça, bon, c'est basique, date, heure, etc., etc. Bon, effectivement, impression. Si vous avez une imprimante compatible, vous pouvez imprimer. Bon, ça c'est tout ça aussi. Bon, ça c'est tout ça, c'est ce qu'on retrouve sur une interface basique d'Android, Android pur. Et puis c'est tout pour l'interface. Donc à part ça, je me répète, tout est très fluide.
On a seulement 1 Go de RAM mais il n'y a aucun problème de fluidité. Motorola a très bien optimisé son téléphone. Et puis on verra ça même parce que ça se répercute sur la batterie. En tout cas le Snapdragon 410 qui est intégré. Pour ce qui est de la navigation dans le téléphone, ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci. Les applications se lancent rapidement, etc. Il y a juste un point avec Google Chrome qui est assez bizarre, que j'ai noté, et puis apparemment ça fait ceux qui ont les anciens Moto G, ils n'ont jamais vu ça. Quand on va dans les onglets, différents onglets de Google Chrome, ça s'affiche comme ceci. Alors que normalement, si je vous montre avec mon Nexus 5, normalement Google Chrome, les onglets, ça se passe comme ceci. Un peu comme le multitâche. Je ne sais pas, j'ai fait le tour des paramètres de Google Chrome et il n'y a pas moyen d'afficher les onglets de la même façon que sur les autres téléphones. Donc c'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas si c'est par rapport au processeur, si c'est Google Chrome qui fait ça par rapport au processeur qui trouve trop faible, je ne sais pas. Bon, alors c'est un détail, après bon, c'est à savoir. Si vous achetez un téléphone, si vous achetez le téléphone, c'est un truc à savoir. Et si vous utilisez Google Chrome aussi. Alors je voulais juste revenir quand même sur un point très important sur le téléphone que j'ai oublié de mentionner lors de la présentation de la surcouche et de l'interface. C'est que pour rappel on a deux versions du téléphone, une version avec 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne et l'autre avec 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM. Alors pour ce qui est de la mémoire RAM, là il n'y a aucun souci, même avec la version 1 Go de RAM tout est fluide, il n'y a aucun problème, la surcouche est très bien optimisée. Par contre 1 Go de RAM, même si c'est bien optimisé, ça reste 1 Go de RAM, donc ne vous attendez pas à pouvoir réouvrir des applications dans le multitâche, enfin ne vous attendez pas à réouvrir 30 applications dans le multitâche sans avoir à les réouvrir, vu que vous pourrez une dizaine facilement. Après, c'est possible que vos applications vont se rouvrir dans la limite de cette mémoire RAM. Par contre, là où ça va poser problème, avec cette version du téléphone, hein, donc je rappelle que c'est la mienne, j'ai la vue Giga avec 1 Go de RAM. Là où ça va poser problème, c'est au niveau de la mémoire interne, vu que sur 8 Go de mémoire interne, on n'en a que 4,53 d'utilisables. Ce qui veut dire que on aura seulement 4,53 Go pour installer nos applications et les jeux. Et si on utilise de gros jeux, ça peut très rapidement se remplir. Et quand je dis très rapidement, c'est très rapidement. Après, il faut voir, il y a des personnes, et je pense qu'elles se reconnaîtront si elles regardent cette vidéo, il y a des personnes qui n'utilisent que 1 ou 2 gigas pour les applications, et puis le reste, ils mettent tout dans la carte SD parce que c'est les photos, c'est les vidéos, c'est tous les fichiers externes. Donc tout ça, vous pouvez les mettre sur la carte SD et les lire depuis la carte SD sans souci. Mais pour ce qui est des applications et des jeux, prenez bien en compte que si vous prenez cette version, vous n'aurez que 4,5 Go pour installer vos applications et vos jeux. Parce que dans la liste des applications, vous pouvez rentrer dans les paramètres des applications, on peut faire déplacer vers la carte SD les applications et les jeux. Mais là, le souci, c'est que c'est vraiment une toute petite partie de l'application ou du jeu, vraiment infime, qui va aller se stocker sur la carte SD. Donc c'est une partie des données, c'est pas l'application en elle-même. Et c'est même pas toutes les données, c'est une partie des données. Et ça c'est pareil pour toutes les applications. Ce qui fait que là, donc là c'est un jeu Implosion que je vais vous montrer tout à l'heure lors de performance du téléphone. C'est un jeu que j'ai installé, il fait 1 Go, mais pour pouvoir l'installer, j'ai dû désinstaller 2 ou 3 jeux à côté. Parce que justement, je n'avais pas la place pour laisser tout d'installer. Enfin, j'ai essayé d'installer celui-là, il me dit mémoire interne saturée, etc. Donc c'est pas jouable. Donc prenez en compte que si vous prenez la version 4 Go, alors soit vous ne pourrez pas installer de gros jeux, soit il va falloir s'attendre à désinstaller les jeux précédents pour pouvoir en installer d'autres. Donc vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux en parallèle sur le téléphone. Alors maintenant on va passer à l'écran du téléphone. Pour moi c'est une partie qui est importante du test, vu que l'écran c'est quelque chose qu'on utilise, enfin c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps quand on utilise le téléphone. Et je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose, vrai, je m'attendais à mieux sur ce point, mais il faut pas oublier aussi, et c'est quelque chose qu'on m'a rappelé souvent pendant que je testais le téléphone, quand je disais mes impressions par rapport au téléphone pendant le test.
Je disais souvent que je m'attendais à mieux sur plusieurs points, et puis on m'a rappelé plusieurs fois que c'est quand même un téléphone à 200-250 euros, et que à côté j'utilise plutôt des téléphones à plutôt haut de gamme, un Nexus 5. Bon, c'est un haut de gamme d'il y a 2 ans, mais c'est toujours un très bon téléphone. Et on m'a effectivement, c'est un téléphone à 200-250 euros. Mais pour moi, sur ce point, c'est qu'il vaut pas plus que 200-250 euros, vu qu'en niveau écran, on trouve beaucoup mieux sur les gammes supérieures. Alors pourquoi? Parce que déjà, l'écran, donc pour rappel, c'est un écran 5 pouces IPS 720p. Pour ce qui est de la définition de l'écran, donc le 720p, en aucun cas ça gêne à l'utilisation, qu'on soit clair. Il y a juste une application à laquelle ça m'a un peu dérangé, mais c'était pas vraiment pour l'écran lui-même, c'est juste l'application qui est mal adaptée. Alors je sais pas si vous allez voir, mais de toute façon c'est une application que vous n'utiliserez probablement jamais, c'est l'application de gestion des vidéos sur YouTube. Si vous voyez les petites miniatures ici, les petites miniatures des vidéos, alors si je vais dans vidéo là, donc j'ai un téléphone, donc le Nexus 5 en 1080p à gauche et le Moto G en 720p à droite. Alors est-ce que vous voyez comme ça? Je ne sais pas. Ou alors faites pause ou écoutez mes explications en même temps, parce que bon, débrouillez-vous. Ce que je voulais dire du coup, c'est que les miniatures ici sur cette application, elles ne sont pas au top de leur définition sur l'écran du Moto G. Pourtant, ce n'est pas la limite de la définition de cet écran, vu que c'est juste l'application qui a mal optimisé l'affichage de cette miniature, qui s'est faite en une plus basse définition. Mais l'écran en 720p en lui-même aurait pu permettre d'afficher avec plus de détails l'image de cette miniature. Bon, après c'est une application que vous utilisez probablement jamais, je ne sais pas si ça fait ça avec d'autres applications avec des miniatures comme ceci. En tout cas, j'ai essayé avec l'application, enfin j'ai regardé pour l'application YouTube, il n'y a aucun souci. Les images des miniatures s'affichent au top de la définition par rapport à l'écran, enfin des possibilités de la définition de l'écran. À part ça, il n'y a vraiment aucun souci à l'utilisation sur un écran en 720p. Franchement, la différence est très minime avec un écran en Full HD comme celui du Nexus 5. Bon, après, je dis pas que c'est pas visible. Je dis pas que il y a plus de confort. Il n'y a pas plus de confort à utiliser un écran Full HD. Juste que c'est quelque chose qui ne gêne pas à l'utilisation en temps normal. Sinon, à part ça, au niveau de ce qui est couleur de l'écran, au niveau de l'écran lui-même hors de la définition, c'est là où ça me pose un peu plus de soucis pour moi. C'est que, alors ça va sûrement pas se voir à l'écran. Je vais mettre une page Google. En fait, la dalle est un petit peu éloignée, enfin en tout cas je ne sais pas exactement, mais c'est l'impression que ça donne. J'ai l'impression que la dalle est un petit peu éloignée de l'écran, ce qui fait qu'on a un très léger reflet entre la dalle et l'écran, comme ce qu'on trouvait avant sur les dalles TN. Donc c'était vraiment en qualité beaucoup moins bonne. Mais enfin c'est très léger, hein, mais ça se voit quand même. Et quand on bouge le téléphone comme ça, on a bon, là ça va pas du tout se voir à la caméra, donc fiez-vous seulement à mes explications. On a une sorte de léger reflet par rapport surtout aux inscriptions sur l'écran. Alors un autre détail aussi, c'est que l'écran, au niveau de la colorimétrie, alors je n'ai rien comme les sites pro pour calculer la colorimétrie, le delta E, etc. Mais en tout cas, à vue de nez, par rapport à ce que voient mes yeux, l'écran tire beaucoup trop vers le jaune. C'est-à-dire que toutes les couleurs vont tirer un peu vers le jaune, et donc les couleurs vont être trop chaudes. Et je vais mettre un peu la luminosité à fond. Ça va vous permettre de faire une comparaison avec le Nexus 5 à côté, qui de base n'a pas un écran totalement blanc non plus, mais j'ai fait de mon mieux à peu près hein, pour le recalibrer avec une application faite pour ça, et je pense que vous allez pouvoir voir à côté, l'un à côté de l'autre,
plutôt dans ce sens, puisque c'est dans le sens de caméra, c'est mieux. Ah bah non, on le voit pas tellement là, enfin en tout cas pas sur l'écran de la caméra, après je sais pas. Mais l'écran du Moto G est bien plus, il tire plus vers le jaune. C'est un détail qu'on voit au début, mais après à l'utilisation, on a tendance à l'oublier, puis ça dérange pas. On le voit quand on passe d'un téléphone à l'autre surtout. Après on a tendance à l'oublier, puis c'est pas un point qui a tendance à déranger. Sinon au niveau des contrastes c'est plutôt bon, les angles de vue c'est plutôt bon aussi, même si... Bon, alors je vais vous faire voir. Alors de jour il n'y a aucun souci. Il y a juste les noirs, la partie, voilà, là ça se voit. Le noir, si vous regardez les soft keys en bas. Alors de face c'est noir, et puis si on regarde sur le côté ça devient blanc. Donc c'est quelque chose de récurrent en général sur les écrans des téléphones, même sur... Donc c'est quelque chose de très récurrent aussi sur le Nexus 5 qui est à côté, donc voilà. Enfin ça devient blanc mais c'est pas blanc non plus, hein, faut pas exagérer. Juste que les angles de vue sont pas parfaits non plus, ils sont très bons mais ils sont pas parfaits non plus. Ça fait aussi à peu près pareil, un peu moins quand même, avec mon Huawei P8 qui est à côté, qui est quand même un téléphone haut de gamme. Mais pour avoir des angles de vision parfaits, de toute façon, il faut un écran AMOLED. Et sinon, il y aura toujours un très léger défaut, même très minime, sur les téléphones haut de gamme. Sinon, voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'écran. Donc ça reste un écran très agréable à l'utilisation. Mais pour moi, il tire trop vers le jaune. Et avec le petit espace qu'il y a entre la dalle et l'écran, avec le petit reflet comme je vous l'ai expliqué, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai testé le téléphone pour la première fois, vu que je m'attendais à mieux, et vu aussi que je sors deux téléphones haut de gamme à côté. Alors désolé, ma caméra a eu quelques petits soucis de mémoire. Donc je disais que de toute façon, si vous venez d'un téléphone déjà de milieu de gamme et que vous passez sur ce Moto G, vous n'allez sûrement pas voir ces quelques petits détails. En revanche, si vous venez d'un téléphone plus haut de gamme, alors même si tous les tests disent que l'écran est bon, ne vous attendez pas non plus à un écran parfait. Et que attendez-vous surtout à avoir un écran légèrement moins bon que votre téléphone actuel. Donc ça, mais seulement si vous allez sur ce Moto G en partant d'un téléphone haut de gamme. Mais bon, à part ça, ça reste un bon écran. Il est agréable à utiliser, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, on va aborder le sujet des performances du téléphone, donc les performances en jeu à proprement parler. Donc pour rappel, le téléphone est doté d'un Snapdragon 410, donc, qui est composé de 4 cœurs à Cortex A53, cadencés chacun à 1,4 GHz, et d'une puce graphique Adreno 306. Donc je vais être franc, avant d'essayer le téléphone, je ne m'attendais pas à des performances excellentes, vu que ça reste quand même un Snapdragon 410, ça reste quand même du milieu de gamme, et je ne m'attendais pas à pouvoir faire tourner autant de jeux que je ne peux le faire en fait, vu que au final j'ai testé plusieurs jeux que je ne pourrais pas vous montrer là maintenant à la vidéo. Je mettrai des parties que j'ai déjà filmées, vu qu'avec le problème de mémoire, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer maintenant en ayant tout préinstallé, parce qu'il n'y a juste pas la place, hein. Mais bon, ça vous avez compris le système. Donc les jeux que je vais vous montrer en filmant, c'est des jeux que j'ai installés puis désinstallés pour en essayer d'autres. Donc c'est pas très pratique, hein, comme système. Mais bon, ça fait l'affaire quand même, on va dire. Mais en tout cas, pour ce qui est des performances, franchement, j'ai été assez étonné. Alors, pour les jeux que j'ai essayé Hearthstone, j'ai essayé Implosion, que j'ai toujours installé ici. Alors, bougez pas, j'ai installé aussi Rayman Fiesta Run, j'ai installé Beach Buggy Racing, j'ai essayé Dead Trigger 2 et j'ai essayé Bomb Squad. Alors, pour ce qui est de tous ces jeux-là, je vais les aborder un par un après, hein, mais dans l'ensemble ça tourne très bien. Alors pour Rayman Fiesta Run, là je ne sais pas si c'est un souci du jeu ou c'est vraiment un souci de performance du téléphone, parce que ça fait ça sur beaucoup de téléphones au final. C'est que le jeu tourne, il est très fluide, mais il y a des passages qui passent au ralenti. C'est pas un souci du jeu, vu que sur mon Nexus 5, quand je joue à Rayman Fiesta Run, ça ne fait pas ça du tout. Mais par exemple, quand je passe sur le Moto G, ou même sur le Huawei P8, qui a un téléphone haut de gamme de chez Huawei en tout cas, j'ai des ralentissements, donc ce n'est pas propre, c'est pas un problème propre au Moto G. Je pense que c'est un souci plutôt d'optimisation et pas de la puissance en elle-même.
En tout cas, sinon le jeu reste quand même très jouable. Il n'y a pas de souci particulier à part ça. C'est juste que si vous jouez à Rayman Festaren, il faut vous attendre à avoir des parties où le jeu est un peu ralenti. Même si à côté de ça, on a une framerate. Oh là, j'ai trop un accent anglais. On a une framerate qui reste vraiment très bonne, donc on reste entre 30 et 60 FPS, même si le jeu tourne un petit peu au ralenti. Enfin, j'ai au ralenti, c'est pas non plus un énorme ralenti, hein, mais c'est juste que c'est plus ralenti que sur le reste de l'ensemble du jeu. Alors sinon pour Beat Buggy Racing, là je n'ai sur plusieurs parties, je n'ai vraiment eu que 2 ou 3 petites saccades en tout, et le reste du jeu c'était parfaitement fluide, donc à vitesse en vitesse maximum du jeu, on va dire. Cette fois c'est pas comme Rayman Festaren, il n'y a pas de ralentissement. La vitesse du jeu est normale, le framerate est entre 30 et 60 fps tout au long du jeu. Et sur ce jeu, je n'ai vraiment eu aucun souci. À part 2 ou 3 saccades, mais c'est vraiment rien. Alors sinon pour Dead Trigger 2, ça tourne très bien aussi. Alors le jeu ici ne propose que 2 qualités graphiques, donc on peut jouer seulement en qualité basse ou qualité moyenne. Alors j'ai essayé dans les 2 possibilités graphiques évidemment. Alors avec les graphismes bas, ça tourne vraiment très bien, il n'y a aucun souci, parfaitement aucun souci. Je me demande même si on tourne pas à 60 fps constamment. Mais quand on passe en moyen, alors ça reste très fluide, mais il y a aussi, comme dans Rayman Festaren, quelques ralentissements. C'est-à-dire que dans l'ensemble du jeu, dans le jeu, dans l'ensemble, ça va être très jouable, mais il faut s'attendre à parfois avoir quelques ralentissements quand on va avoir peut-être plusieurs monstres affichés en même temps, enfin, plusieurs zombies affichés en même temps. Alors sinon pour Bomb Squad, Bomb Squad tourne très bien aussi, c'est autant que Beat Buggy Racing. J'ai du 30-60 fps constant. Là aussi il n'y a aucun problème, mais par contre là je n'ai eu aucune saccade, donc c'était vraiment fluide de A à Z et je n'ai eu vraiment aucun souci. Alors pour ce qui est d'Hearthstone, il faut savoir que le jeu, quand on le lance, ce qui commence par nous dire, c'est que notre processeur n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu au maximum de ses possibilités. Ça, c'est ce que nous dit le jeu. Par contre, quand on lance le jeu, quand on fait une partie, on se rend compte que le jeu, c'est totalement jouable. On a peut-être les quelques ralentissements en démo à quelques moments, mais ça reste parfaitement jouable. Rappelez-vous quand même que c'est un jeu de cartes, il n'y a pas besoin que ça soit fluide à 100% du temps. C'est une petite saccade de temps en temps, ça va pas être grave, sauf si évidemment si vous êtes en pleine action, si vous êtes à la fin du temps réglementaire de votre tour. Effectivement, si à ce moment-là vous avez une saccade, ça peut peut-être poser un léger problème. Mais sinon, à part ça, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai pu faire plusieurs parties sans problème. Je n'ai jamais eu ce problème d'ailleurs que je dis hein, à la fin du temps. Bon. Je suis peut-être pas à ce niveau non plus, je sais pas. Mais à part ça, je n'ai eu vraiment aucun souci. Le jeu tourne parfaitement. Alors là où j'ai été étonné, c'est avec le jeu Implosion. Donc tous les jeux que je cite, ou quasi tous les jeux que je cite, vous pouvez retrouver des vidéos qu'on a déjà faites sur notre chaîne YouTube bien évidemment. Et pour le jeu Implosion, donc c'est un jeu de Rayark et c'est un jeu d'action qui à mon sens est l'un des plus beaux jeux sur Android. Et là où j'ai été étonné, c'est que le jeu tourne quasi parfaitement sur ce Moto G. Alors de base, les graphismes sont en moyen. On peut les monter en élevé. Là, on sent que le jeu est moins fluide, mais c'est tout à fait jouable aussi. Et par contre, si on passe les graphismes en moyen, c'est presque tout aussi beau. Et il n'y a franchement aucun problème de jouabilité avec le jeu Implosion. Vous allez voir, la vidéo est vraiment très beau. Et puis je vous propose aussi de regarder la vidéo de présentation que j'en avais faite sur la chaîne. Vous pouvez voir le jeu en Full HD sur la totalité de votre écran PC et pas seulement sur le Moto G filmé avec une caméra.
Vous pouvez voir que le jeu est vraiment beau et il tourne vraiment parfaitement sur le Moto G en qualité moyen en tout cas. Et franchement ça m'a étonné. Donc pour un Snapdragon 410, je m'attendais à moins et j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. Donc au final, pour ce qui est des performances, j'ai vraiment été étonné par les possibilités de ce Snapdragon 410. Mais je pense que l'écran 720p du Moto G joue grandement aussi, vu qu'il n'a pas besoin d'afficher les jeux sur du Full HD. En tout cas, ce combo Snapdragon 410 et écran HD, ça donne de très bons résultats en jeu. J'avais aussi essayer sur Angry Birds 2, bon, évidemment ça tourne parfaitement aussi, hein. Bon, c'est à peu près normal quand même sur un jeu du style qui est censé tourner sur la plupart des téléphones, je sais pas si c'est utile de vous montrer ce que ça donne, bon, je serais peut-être en train de vous montrer une vidéo en ce moment même, mais, en tout cas, pour ce qui est des performances générales, pour le prix du téléphone c'est vraiment très bon. Même si on aurait pu se poser des questions au début, pourquoi un Snapdragon 410, pourquoi le même processeur qu'ils ont mis sur le Moto E 2015 alors que c'est une gamme au-dessus, bah simplement parce que les performances sont très acceptables sur du 720p et pour les raisons qu'on va citer plus tard pour l'autonomie. Alors maintenant on va passer un peu à la partie multimédia de l'appareil. En commençant avec un peu l'appareil photo, avec les haut-parleurs et puis aussi la lecture de vidéo. Donc pour commencer, on va commencer par voir ce que vaut l'application de l'appareil photo quand elle marche. Donc c'est là que va apparaître mon petit sujet que je vais mettre là, voilà, sur le coin de la caméra avec ça derrière. Voilà, c'est magnifique. Donc l'application de caméra d'appareil photo se présente comme ceci. Voilà, vous voyez plus le sujet, mais vous voyez dans l'appareil, c'est presque mieux. Alors, donc on peut ici directement prendre une photo en appuyant sur l'écran. On peut prendre une vidéo en appuyant ici. On arrête la vidéo, on peut mettre pause dans la vidéo. Tac, et on reprend la vidéo. On peut faire une photo. Je l'ai pas fait. Allô, c'est bon, ça reprend. On peut prendre une photo pendant qu'on prend une vidéo. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. On peut passer sur la caméra avant, comme ceci. Hop, on repasse sur la caméra arrière. Et on a accès, en faisant glisser le doigt comme ça sur vers la droite, on a accès à un petit panel d'options. Donc on peut passer l'écran en 16 neuvième ici, pour ça prenne la taille de l'écran. Bon, moi je préfère 4 tiers tout le temps. On a un mode nuit, on a un mode, celui-là je vous ai expliqué tout à l'heure, la gestion du flash, la gestion HDR, qui n'a pas spécialement d'effet d'ailleurs. On a un mode vidéo pour voir, on peut changer sur la vidéo sur un mode ralenti en 720p, ça marche plutôt bien. Le seul problème là c'est qu'on n'a pas de son, mais on verra ça après. Un retardateur, et ici en mode panorama qui d'ailleurs reprend le même système que KitKat, donc c'est pourquoi pas. Ça marche pas spécialement bien, mais bon. On peut choisir d'enregistrer les photos sur le téléphone ou sur la carte SD, enregistrer la position, enregistrer la position sur les photos dans les détails de la photo. Son obturateur. Ah oui, les téléphones Samsung, on n'a pas le choix, c'est activé, puis bon, c'est tout. Et là, on a la capture rapide, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, non, ça je vais la réactiver, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour moi, l'application de photo, niveau esthétique et ergonomie, c'est vraiment pas top, vu que là, déjà, vous pouvez voir que le focus, je vais mettre ça plutôt par là, le focus ne se fait pas vraiment bien. Voilà, j'ai attendu un petit peu avant qu'il se fasse, je sais pas si vous avez vu. Je vais mettre des écouteurs là aussi comme ça, pour pouvoir le voir. Et pour prendre la photo, on peut, enfin là comme ça, on peut pas vraiment choisir où faire le focus. C'est-à-dire que si je prends par exemple l'application de Google à côté, qui se présente comme ceci, ici,
je peux, donc là c'est avec le Nexus 5, hein. Là avec cette application là on va pouvoir choisir où faire le focus comme ça rapidement, et on peut le faire aussi en installant cette application sur le Moto G. Par contre l'application par défaut, le clic ça va juste prendre la photo, et puis là il est en mode panorama donc c'est pas top. Enlève ce panorama s'il te plaît, merci. Donc là il va prendre la photo au clic, donc c'est rapide, mais le focus ne va pas forcément se faire bien au bon endroit. C'est à dire que si je fais le focus sur le fond là-bas, plutôt, si je fais le focus sur le fond là-bas, voilà, donc là vous le voyez pas, mais là je reviens sur le bonhomme, ah bah non, là il l'a fait rapidement, bon pas tout à fait quand même, oui c'est un peu foiré, mais là c'était plutôt un flou de bouger qu'un flou de focus. Mais bon, parfois ça a quelques loupés. Et puis sinon, pour remédier à ça, on peut activer ce mode là qui permet, en fait, on a un cercle qui apparaît sur l'écran, et en fait on peut bouger ce cercle et puis ça va choisir en fait où on fait le focus, autant au niveau de la gestion de la lumière que sur la netteté de la photo. C'est à dire que si je mets le petit cercle sur quelque chose qui est noir, ça va augmenter la lumière, et si je le mets sur quelque chose de blanc, ça va la descendre. Donc voilà, ça adapte la lumière par rapport à la position de ce petit truc. Alors c'est plutôt bien pensé et c'est efficace. Par contre le problème c'est que on a que ça dans l'application, donc ça aurait été bien en option à part, mais l'option de base où on clique sur l'écran, au final on finit par, enfin en tout cas pour ma part j'ai fini par le remplacer seulement par ce mode là pour pouvoir choisir où faire le focus exactement, parce que l'autre j'aimais pas du tout. Mais et après on fait le focus, après on clique n'importe où sur l'écran pour prendre la photo. Et franchement c'est pas aussi ergonomique que cliquer sur l'écran pour choisir où faire le focus et prendre la photo juste après. Bon, après il y a toujours la possibilité d'utiliser une autre application de caméra. Donc l'application de Google que j'ai montré sur le Nexus 5 juste avant, et là effectivement ça marche beaucoup mieux le focus, et on prend la photo, il n'y a aucun problème. Donc maintenant on va parler un peu de la qualité des photos, vu que bon c'est pas tout de voir l'application de photo. Donc il faut savoir que le Moto G 2015, donc 3ème génération, est doté du même capteur que le Nexus 6, que le LG3. Donc c'est un capteur qui a été créé par Sony, et c'est le IMX214. Et quand on regarde le LG3 qui a le même capteur, c'est un très très bon photophone, il prend de très belles photos pour un téléphone. Et à côté on a un Moto G qui a le même capteur mais qui a des photos qui ont un résultat loin d'être aussi bon. Alors pourquoi je vais prendre par exemple une photo, bon je vous les montrerai en plein écran en même temps, comme ça va vous permettre de bien voir ce que je vous montre. Quand on prend une photo de paysage comme ça, le rendu est vraiment bon, les couleurs sont correctes, la gestion de la lumière est très bonne, ce qui veut dire qu'on va pas avoir par exemple un ciel cramé, un ciel tout blanc où on n'aura aucun détail. Là le ciel est bleu avec on voit les détails des nuages, donc c'est plutôt bien. Mais sur cette photo, quand on essaye de zoomer dessus, on se rend compte, enfin même pas en zoomant dessus, vu que quand on l'affiche en plein écran sur un PC, je pense que vous le voyez actuellement, mieux que moi enfin moi je le vois pas là sur le petit écran du téléphone. Bon je vais peut-être d'ailleurs, ça sera peut-être mieux pour moi, hein. On peut regarder en paysage, donc autant, on va rester sur celle-ci, il n'y a personne dessus. Bon, il y a une personne, mais bon. Donc le rendu est vraiment bon. Et les couleurs sont bonnes, les couleurs sont naturelles. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on zoome un peu dessus, donc je répète que vous le voyez peut-être déjà sur l'écran de votre PC, quand on zoome dessus, on se rend compte qu'en fait, au niveau de détail, c'est vraiment mauvais. Alors, je vais pas avoir peur de le dire, le niveau de détail, il est vraiment pas bon. Et Motorola a essayé d'arranger un peu le truc en apportant un effet pour essayer d'accentuer l'impression de détail, mais au final ça gâche la photo plus qu'autre chose, vu que quand on zoome dessus on voit que en plus de ne pas avoir de détails,
bah c'est pas beau. C'est pas beau. Et pour un capteur de 13 mégapixels, franchement, on est loin d'avoir l'impression d'avoir un capteur de 13 mégapixels, vu qu'au final, j'ai moins de détails sur une photo comme ça que sur la même photo prise avec, par exemple, un Nexus 5 qui a, lui, un capteur de 8 mégapixels. Donc, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Et même, je ne pense pas, et je suis sûr que non, en fait. C'est juste que le capteur est mal optimisé par Motorola pour faire des photos, de belles photos. Donc, le rendu des photos est très bon. Mais faut pas compter avoir des détails, avoir masse de détails dessus. Et c'est à peu près tout pour ça. Maintenant on va passer un peu à une photo un peu plus proche. Je voulais prendre un peu voilà, le gâteau ici. Le gâteau, donc une photo un peu plus proche et avec un peu moins de lumière. Et là ça passe plutôt bien. Vu que le capteur gère quand même pas mal le bruit, donc il n'y a pas beaucoup de bruit sur la photo. Enfin, en tout cas, c'est très acceptable. Et sur une photo comme ça, le niveau de détail qui manque et l'effet de Motorola pour essayer d'accentuer ce manque de détail, bah, ça gêne pas trop justement. C'est là où c'est assez particulier, vu que autant ça se voit très bien sur une photo de paysage et ça gage vraiment la photo, autant sur une photo en rapproché, ça passe beaucoup mieux. Et on peut le voir aussi sur une photo que j'avais prise, celle-ci. Non, il veut pas. Allô? Ok, il veut pas. On va rester en paysage. Sur celle-ci aussi, ça passe très bien. Le niveau de détail, bon, il n'y a pas tellement de détails à apporter, mais sur une photo comme ça passe aussi plutôt bien. C'est vraiment sur les photos de paysage, là, sur une photo comme ça, on va essayer de zoomer, puis on va voir qu'au final, on n'a aucun détail et que c'est moche plus qu'autre chose. Donc c'est voilà, si vous voulez prendre des photos avec ce Motorola Moto G 2015 troisième génération, alors les photos, faut juste vous dire que les photos, l'appareil photo est très correct, les photos sont bonnes, ont un bon rendu, mais il faut juste pas vouloir zoomer sur les photos. D'ailleurs, j'invite Motorola à essayer d'optimiser plus le capteur, vu qu'ils ont quand même un très bon capteur entre les mains. Et bon, ça, c'est pas du tout dans les possibilités du capteur. Et puis on le voit très bien par rapport au LG G3 à côté, où LG fait du très bon travail au niveau de la prise de photos. Et puis c'est pas le cas pour Motorola. Alors en revanche aussi, pour ce qui est des photos de nuit, j'en ai une là. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. C'est bon, il veut bien. Ah ouais, il y tient. Ok, j'ai un petit bug. Au niveau des photos nuit, le rendu est bon aussi. Et on voit que le capteur est là, vu que la gestion du bruit, bon, il y en a, hein, je vais pas le cacher. Il y en a vraiment, il y en a pas mal, mais ça reste correct. Et ça reste efficace. Il y a juste, c'est toujours ça, comme ça reste une photo, c'est pas une photo à rapprocher. On voit quand même que quand on zoome, bah, il y a toujours ce problème d'accentuation de détail par Motorola. Et si je prends à côté mon Nexus 5, qui a, je le rappelle, un moins bon capteur, bah on a plus de détails, par exemple sur le panneau du fond. Alors le focus a été fait exactement au même endroit, la gestion de lumière est à peu près équivalente aussi, et on voit plus de détails sur le Nexus 5 qu'avec on voit plus de détails avec le Nexus 5 qu'avec le Motorola Moto G. Même si pour le coup les couleurs sont un peu sont meilleures sur le Moto G. Donc voilà, on a un appareil photo qui est bon, hein. On va pas dire le contraire, l'appareil photo est bon, le rendu des couleurs est très bon, mais on a juste un problème, on a vraiment un problème de détail. Pour un capteur de 13 mégapixels, c'est vraiment pas ça. Alors pour ce qui est des haut-parleurs, il faut savoir qu'on a deux haut-parleurs sur la face avant, mais il n'y en a qu'un seul qui est utilisé pour l'utilisation générale du téléphone, donc ça va être celui du bas. Et celui du haut, il va servir seulement pour écouter les appels. Pour les appels. Donc, contrairement au Moto G deuxième génération, le son n'est pas en stéréo et seulement en mono. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un choix de Motorola. Je ne saurais pas dire pourquoi ils ont fait ce choix.
Je trouve d'ailleurs que c'est un mauvais choix, mais bon, si on avait une bonne fonctionnalité sur le Moto G deuxième génération et puis ils l'ont enlevé pour celui-là. Je trouve que c'est un peu dommage. J'étais un peu déçu au début vu que je pensais que le son allait être en stéréo, mais en fait non, il sort que sur le haut-parleur du bas. Bon, bah, je m'étais pas assez renseigné sur le sujet, du coup j'étais déçu, mais bon. Sinon, à part ça, le haut-parleur du bas il est plutôt pas mal. Le son est puissant, il est assez clair, enfin il est même clair. Il manque un peu de précision, mais bon, c'est normal pour un haut-parleur d'un appareil de ce prix. Donc je passe une petite musique pour que vous puissiez vous rendre compte. Et en fait, non, je peux utiliser cette musique puisque je vais plutôt utiliser une musique libre de droit du coup. On va mettre ça. Voilà, donc pour moi le son est plutôt correct. Bon, vous avez sûrement entendu une ambulance sur la fin en même temps, mais pour moi le son passe plutôt bien. En tout cas pour un téléphone de 200-250 euros, c'est plus que correct. Même si je suis toujours déçu de ne pas avoir un son en stéréo. Sinon pour ce qui est de la lecture de vidéo, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, il n'y a plus tellement de... Il n'y a plus vraiment de surprise à ce niveau-là, vu que maintenant tous les téléphones, vu même les lecteurs, grâce aussi aux lecteurs qu'on trouve sous Android, on a de quoi tout lire vraiment plein de vidéos, plein de types de formats différents. Donc il n'y a aucun souci non plus, je n'ai pas de quoi vous montrer là actuellement, mais on n'a pas de souci au niveau de la lecture de vidéos et bon, il fait largement l'affaire. Alors pour le dernier point de ce test, on va parler autonomie, et franchement l'autonomie de ce Motorola Moto G 2015 troisième génération, elle est franchement bonne, parce que allez, avec une utilisation notamment réseaux sociaux, avec Facebook Messenger, des emails, Spotify pour la musique, YouTube pour les vidéos, bon c'est à peu près ça que j'utilise souvent, Hangout aussi un petit peu. Et pour une utilisation donc notamment avec ça, et puis quelques réseaux sociaux aussi, Flickr, j'ai Twitter aussi j'utilise, Instagram un petit peu aussi, allez. Donc ça c'est pour les applications que j'utilise toujours un petit peu dans la journée. Et avec tout ça j'atteins environ 6 heures écran allumé avec 50% de luminosité. Et là par exemple je suis à 100% de luminosité. Bon, vous allez dire que j'ai pas fait grand chose avec, vu que il a été utilisé surtout pour le test et puis j'ai utilisé avant quand même. Et là je suis à 3h57 d'écran allumé. Donc franchement c'est une autonomie vraiment efficace. Enfin le téléphone est vraiment efficace au niveau de l'autonomie. Et il va pas perdre de la batterie point rien parce qu'on l'a laissé je sais pas quand. Enfin on a fait je sais pas quoi avec, parce que y a une application derrière qui a pompé l'autonomie. En tout cas ça m'est pas arrivé que ils perdent quelques pourcents pour rien. Et à côté de ça on a un téléphone qui ne chauffe pas. Et c'est là qu'en fait le Snapdragon 410 a très bien été choisi par Motorola, vu que il fait ce qu'il faut au niveau des performances. Et puis à côté, donc il chauffe pas.
même pendant les jeux, je pense que au maximum j'ai atteint 50 degrés. Là, si je regarde le téléphone en ce moment, alors qu'il est allumé depuis tout à l'heure, il est à 37 degrés. Donc c'est vraiment pas beaucoup, sachant que je regarde à côté mon Nexus 6, quand il est à 37-38 degrés, c'est quand il sort de veille après avoir rien fait. Là, depuis lui, il a l'écran allumé depuis tout à l'heure, et puis là, il est à 37 degrés. Et donc ça permet aussi de préserver l'autonomie. On voit qu'elle est vraiment très bonne. Sachant qu'avec des jeux, j'essaie aussi de jouer, d'utiliser, enfin j'ai l'autonomie avec des jeux, donc toujours écran à 50% de luminosité. Si on compte 2 heures de jeu dans la journée, je suis arrivé à 5 heures d'autonomie, 5 heures écran allumé. Enfin, sachant que, enfin, c'était hier, et je suis, enfin, à environ 4h45, j'ai mis le mode économie d'énergie, donc à 15% de batterie. Et à la fin, je suis arrivé facilement à 5h30, même 5h45. Écran allumé en autonomie. Et franchement, c'est efficace. Même en économie d'énergie, il est pas, il est plus lent quand même à utiliser. Faut pas vraiment compter prendre des photos avec le mode économie d'énergie, vu que le capteur est vraiment très lent avec. Mais si on regarde, j'active le mode économie d'énergie. Bon, mis à part que c'est extrêmement moche, les barbes orange en haut et en bas. Mais à côté, bon, il reste très largement utilisable, hein, il n'y a pas de souci particulier. Et à côté de ça, il préserve l'autonomie pour si jamais on en a besoin pour une petite utilisation encore un peu. Donc pour conclure sur ce Moto G 2015 troisième génération, c'est vraiment un bon téléphone dans le sens où il est efficace, tout simplement, efficace sur quasiment tous les points, il est polyvalent. Et quand il est pas polyvalent, c'est qu'il est supérieur à ce qui est demandé pour ce prix. C'est-à-dire que déjà niveau ergonomie, bon, mis à part qu'il n'est pas spécialement esthétique, quand on le prend en main, on sent qu'on a déjà quelque chose de résistant. Et puis je sais que les anciens Moto G étaient très résistants, ils résistaient aux chutes et tout, même sans coque. Bon, mis à part ça, parce que j'ai pas fait le test avec celui-là évidemment. Mais à part ça, il tient bien en main, il a une très bonne ergonomie. Que ça soit par rapport à la prise en main du téléphone que avec la surcouche, vu que l'Olipop c'est vraiment très agréable à utiliser, c'est fluide en permanence, il n'y a aucun problème. Là, il a une autonomie qui est vraiment très convenable, il ne chauffe pas, il a des performances très correctes aussi. Les jeux que je vous ai cités, il n'y en a aucun qui n'a pas réussi à faire tourner, et s'il ne les faisait pas tourner à 100%, c'est qu'il les faisait tourner au moins en moyen. Donc, à partir de là, j'en conclus que Motorola a fait un très bon choix de processeur. Même la batterie, qui au final n'est pas très grosse, hein, parce que 2470 mAh, il arrive à fournir une très bonne autonomie. Et à côté de ça, on a un bon écran aussi, on a un haut-parleur efficace, même si on aurait préféré évidemment un son en stéréo, ce qui n'est pas le cas, mais bon, tant pis, on va dire. Un écran qui passe, mais je crois que je l'ai déjà dit, qui passe bien, mais je crois que je l'ai déjà dit aussi. Et puis c'est tout. On a seulement en fait deux gros soucis. Un souci, c'est la mémoire. La mémoire, donc en tout cas pour le Motorola de 8 Go, donc 4 Go utilisables, pour moi c'est pas viable. C'est pas viable dans le sens où il faut désinstaller des jeux pour pouvoir en installer d'autres. Et puis même c'est pas convenable, et c'est pas quelque chose que je pourrais utiliser au quotidien. Après, s'il y en a qui se suffisent de ça, pourquoi pas. Moi je dis, à côté de ça, si on s'en fiche de ce point, ça reste un très bon téléphone. Et puis il y a un deuxième point aussi, un gros souci, c'est que on a deux accessoires qui sont vendus avec. C'est ce machin qui sert d'écouteur. Ce machin qui sert d'écouteur qui est, je sais pas, ils ont pioché dans leur ancien écouteur, que je suis même quasiment sûr que c'est les mêmes qui sont vendus avec le Moto G de première génération, donc celui de 2013. Et le chargeur, je sais pas si je l'ai à côté de moi. Donc voilà le chargeur. Un chargeur qui est plutôt long, hein, 2 mètres. Donc par rapport à d'autres chargeurs qui font plutôt 1,2 mètres, c'est plutôt grand. Mais à côté de ça, on a un chargeur
Donc le câble qui est fixé à l'adaptateur secteur, on n'a pas de prise USB comme on pourrait le voir souvent maintenant sur les chargeurs. Même à 99% du temps c'est comme ça maintenant. Mais lui non, ils ont gardé un système fixé à l'adaptateur. Ce qui fait, en plus, on n'a pas de câble USB fourni avec le Moto G. Ce qui fait que pour transférer les données, enfin, ou ne serait-ce que pour connecter le téléphone à l'ordinateur, il va falloir utiliser un câble USB soit acheté à part, soit un qu'on a déjà sur soi avec soi, grâce à d'autres téléphones. Mais en tout cas, il ne faut pas compter sur la boîte du Moto G pour nous fournir un câble USB. Et à côté de ça, ce chargeur, un gros souci, c'est que, bon, vous n'allez pas le voir là, ou peut-être, je ne sais pas. Je sais même pas où c'est écrit. Si, c'est écrit en bas là. Alors, est-ce que vous allez le voir? Telle est la question. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, le chargeur en sortie, il est seulement à 550 mAh, ce qui est très peu, hein, ce qui est énormément peu. Et à côté, la batterie du Moto G, elle fait 2470 mAh, ce qui fait que pour se recharger, le téléphone, il met plus de 4 heures. 4 heures. 4 heures, c'est relativement énorme pour le rechargement d'un téléphone. Donc s'il vous plaît, Motorola, je sais pas, faites quelque chose, mais changez ces deux trucs que vous avez fournis avec le téléphone, parce que à part ça, le téléphone, il est vraiment bon, mais franchement, la paire d'écouteurs, moins à la rigueur, les écouteurs, on s'en fiche, vu qu'on en utilise, tout le monde va en utiliser une autre paire à côté si jamais si jamais on veut écouter de la musique dans des bonnes conditions. Parce qu'il y a les écouteurs fournis avec, en général, c'est pas ceux qu'on utilise. Mais le chargeur, franchement, 550 mAh, c'est vraiment peu, et le téléphone qui se recharge en 4 heures. Bon, après, on peut toujours utiliser un téléphone le chargeur d'un autre téléphone. Mais bon, dans la notice des téléphones, il y a toujours écrit que bon, il faut utiliser le chargeur qui est fourni avec le téléphone. Parce qu'après, si vous avez un problème avec, ça sera pas pris en charge parce que justement vous avez utilisé un autre chargeur. Du coup, si on veut rester dans les règles, en tout cas, on est obligé d'utiliser ce chargeur et de recharger le téléphone en 4 heures, alors qu'à côté, on a d'autres téléphones qui ont des recharges rapides, etc., où c'est bien plus efficace. Et à côté, voilà, le Moto G qui se recharge en 4 heures, c'est vraiment pas possible, pour moi en tout cas. Donc ça, plus les 4 Go utilisables pour en tout cas la version 8 Go. Donc si vous achetez le Moto G, soyez conscient de ces deux points. D'ailleurs je l'ai mis ici. Voilà, c'est mieux peut-être avec le Moto G sur la table. Donc si vous achetez le Moto G, soyez conscient de ces deux points. Pour moi, je vous conseille grandement d'acheter la version 16 Go avec 2 Go de RAM. Pas pour la RAM, mais ne serait-ce que pour la mémoire interne. Même si on peut mettre une carte SD avec, puisque je rappelle, on peut pas vraiment installer les jeux et les applications sur la carte SD. Mais à part ça, c'est vraiment un très bon téléphone. Il fait vraiment l'affaire. Si vous voulez un bon téléphone sans vous prendre la tête, parce que vous voulez pas un téléphone avec qui est buggé, qui a des problèmes bizarres, je sais pas quoi. En plus, si vous le faites tomber, celui-là, même sans coque, il va supporter la chute. Même une fois, même deux fois, même trois fois. Je sais que les Moto G sont vraiment très résistants. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone sans vous prendre la tête, il sera fait pour vous, celui-là. Puis voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce téléphone qui est vraiment à mon goût un très bon choix si jamais vous le prenez. Puis ça c'était tout. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis le téléphone aussi, pourquoi pas. Et donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la commenter. Comme ça on va parler du téléphone ensemble, hein, pourquoi pas. Et on se dit à la prochaine pour un prochain test ou une prochaine vidéo de jeu ou n'importe quelle autre vidéo. Et salut à tous.